Allez, c'est la 47e revue de la semaine. Ça fait un paquet, hein? Bon, on traîne pas. Générique. Bon, alors les amis, aujourd'hui, partout, sur tous les tons, toutes les chaînes, toutes les radios, toutes les télés, tous les cailloux, tous les ombrages, tous les plumages, il n'est question que du décès de Johnny Hallyday. Alors on me regarde, on me dit tu vas dire quelque chose, mais pourquoi je vais dire quelque chose, moi? Quelle importance j'ai là-dedans? Aucune. Il y a 2 jours, c'est Jean d'Ormesson qui est mort. Bon, je l'ai connu, j'ai eu le bonheur de discussion avec lui, on était d'accord sur rien, ça tombe bien. Mais il avait une manière charmante et humoristique de prendre les questions, et comme moi je répondais aussi sur le terrain de l'humour, on s'est plutôt, bien entendu, du peu qu'on s'est vu. Et quand il est disparu, je me suis dit, mince, comme on se dit des fois, mince, j'ai oublié, j'aurais dû aller le voir avant, bon voilà, c'est comme ça. Mais alors, sur Johnny, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Quand on fait une notice nécrologique, on parle de quelqu'un qui est mort, c'est soit pour dire attention, les gens, c'était quelqu'un d'important parce qu'il a écrit ceci, il a écrit cela, bon, d'accord, et c'est une manière de signaler aux gens l'importance de quelqu'un qui disparaît. Mais là, Johnny Hallyday n'a pas besoin de moi pour qu'on sache qu'il chantait des chansons qui ont marqué son époque, son temps et tout ça. Voilà. Donc, moi, j'ai rien à dire sur le sujet. Et je crois qu'on en est tous là. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas plus à dire que n'importe qui est en train de me regarder. Dans ceux qui me regardent, il y a ceux qui n'ont jamais écouté Johnny, ça doit exister. Il y a ceux qui n'aimaient pas, c'est normal, parce que tout créateur, tout artiste a aussi des gens qui les aiment pas. Bon, qui l'aiment pas. Bon. Et puis, il y a les gens qui l'ont aimé. Alors, c'est ça qui est intéressant. Ils l'aiment pour la musique, pour le personnage, pour la manière d'incarner des textes. Et puis, ils l'aiment surtout par rapport à eux, parce que celui qui a été amoureux une seule fois sur la musique de Johnny, il l'oublie pas plus qu'il oubliera son amour. Hein. En tout cas, moi, je comprends qu'il y ait plein de gens à qui ça passe du chagrin. Pourtant, ils ne le connaissent pas, ils n'ont jamais parlé, ils n'ont fait qu'écouter sa musique. Mais c'est un chagrin qu'on a sur la vie qui passe, sur la vanité des choses, sur tout ce qui, dans notre propre existence personnelle, a pu entrer en résonance avec les autres, grâce à une musique ou une chanson. Bon, alors, depuis la dernière revue de la semaine, il s'est écoulé un délai plus long, parce que j'avais beaucoup de rendez-vous qui m'ont dévoré. Il y avait la Convention nationale de la France insoumise. Bon, je ne voulais pas surplomber cette manifestation, parce que j'aurais déjà dit avant des choses qui, en quelque sorte, lui auraient donné son fil, alors qu'elle devait le trouver par elle-même. Et puis, il y avait cette émission politique sur le service public, qui est la honte nationale, comme a dit le président de la République. Ça aussi, ça m'a pris beaucoup de temps de préparation, et vous devez mieux comprendre pourquoi j'ai pu être à ce point déçu d'être traité de cette manière-là. C'est pas juste parce que j'ai été maltraité, brutalisé, insulté, manipulé, trompé, truqué, enfumé, comme tous ceux qui ont regardé cette émission, mais c'est surtout la déception de ne pas avoir pu avoir devant un public de 2 millions de personnes un temps de discussion sur des sujets fondamentaux du moment, où il y a des positions contradictoires qui s'affirment. Bon. Mais eux, ils s'en foutent dans cette émission. Ce qui les intéresse, c'est juste de vous tendre un piège et puis de vous assommer. Alors c'est très décevant, c'est surtout ça qui l'emporte. L'amertume d'avoir perdu son temps, d'avoir dépensé une énergie énorme pour tomber juste dans un piège grossier avec des gens malveillants, malhonnêtes, intéressés à humilier les autres. Enfin bon, il y a quelque chose de profondément malsain en eux, et tout le monde le comprend. Alors, plutôt que de s'abandonner à comment dire, la rancœur personnelle, hein, une fois que j'ai dit bien en face des intéressés ce que je pensais d'eux et de leur méthode, je l'ai fait à travers une note de blog, il faut toujours essayer de trouver une sortie par le haut, quelque chose qui nous permette d'aller vers du positif, vers du qui va mieux, vers quelque chose qui améliore la situation. Et c'est comme ça que j'ai pensé à ressortir notre programme sur les médias, dans lequel on imagine l'existence d'un conseil. Alors sur le moment, j'avais mal écrit, je vais écrire un tribunal déontologique. Bon, déontologique, c'est pour dire le respect des règles qui doivent prévaloir dans un métier, en l'occurrence le métier de journalisme. Bon, il y a déjà des règles de déontologie du journalisme, hein, ça existe, il ne faut pas croire qu'ils font ce qu'ils veulent comme ça, non, il y a des règles, il est interdit de diffuser des fausses informations, il est interdit de manipuler ceux qu'on interroge, enfin bref, tout ce qui m'a été fait, c'est interdit en principe par le code de déontologie du journalisme. Mais ça sert à quoi? On n'a aucun recours. Vous pouvez vous faire traîner dans la boue comme je l'ai été, et puis
vous ne pouvez pas réagir. Hein. En plus, il y avait des tas de moments vraiment vils, pas seulement les mensonges de l'anglais, qu'il a méthodiquement préparé, parce que lui, il a eu le temps, même s'il m'a caché tous les sujets dont on allait parler, je ne les connaissais pas avant. Mais je ne sais pas si vous avez vu l'espèce d'émission ridicule qui suit l'émission politique, où il y a une espèce de Muppet Show avec Kouchner et Bruckner, et puis bon, qui sont comportés comme vraiment de manière très vulgaire à l'égard de l'humoriste, en le tutoyant comme si c'était un gamin. Enfin bref, ils ont été tellement odieux que même là, ça a coincé. Mais on a vu la journaliste, alors Kouchner disait oui, ben Mélenchon c'est une potiche, l'autre dit ah non, c'est un idiot utile. Alors vous avez Salamé qui reprend les injures et qui dit alors idiot utile ou potiche? Ah bon, voilà. C'est vraiment odieux, 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 d'un bout à l'autre, par une machine à faire du spectacle. Donc il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une réplique et surtout qu'il y ait une proposition. Donc il y a un code de déontologie, il y a des choses qui sont interdites dans le métier, si on le respecte. C'est très grave de violer les règles de déontologie de l'information. Parce que c'est sur la base des informations qu'on construit notre jugement de citoyen, notre appréciation de ce qui est important, de ce qui n'est pas, de ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc il faut pouvoir avoir un recours. Ça existe dans plusieurs pays, ça existe au Canada, ça existe en Belgique, c'est un conseil. Alors en Belgique, au début, ils n'avaient mis que des professionnels dans le conseil. Et vous allez, et puis vous dites, écoutez, là, ça ne va pas. Un tel, il a dit ci et ça, c'est complètement faux. C'est une fausse nouvelle qu'il a répandue. Ou bien tel journal télévisé ou telle émission a gravement truqué ou manipulé des témoins. Donc vous allez devant ce conseil, et ce conseil, que moi j'avais appelé de manière inappropriée tribunal, parce que tribunal, ça fait penser à sanction, peut-être qu'il peut y avoir une amende ou de la prison. Il ne peut pas être question de ça. Hein. On ne peut pas, en tout cas dans ce domaine, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut plutôt inciter chacun à avoir un goût précieux du respect de la vérité, de l'objectivité autant qu'elle est possible. Hein. C'est pas non plus facile hein, d'être objectif. On doit inciter. Donc les éventuelles sanctions sont symboliques, du genre un blâme, ou je sais pas quoi, moi, des choses de cette nature. Hein. Voilà. Ça sera un recours. Au moins, on aura un recours. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a aucun. C'est-à-dire, vous n'êtes pas content, ben, très bien, allez vous faire voir. Hein. Vous pouvez, si c'est de la diffamation, on ne va quand même pas aller en justice continuellement. Puis des fois, on n'a pas envie d'aller en justice. On ne pense pas que c'est là que ça va se régler. On pense qu'elle va se régler plutôt dans la prise de conscience des devoirs du métier. Alors c'est une proposition que je n'ai pas inventée, ni le livret thématique de la France Insoumise. Vous savez, les petits livrets qui sont ajoutés au programme. C'est Acrimed en France qui, le premier, a fait cette proposition et l'a un peu détaillée. Tout ça, vous pouvez le consulter en ligne. Vous pouvez avoir des infos sur le tribunal d'honneur canadien. Ils ont mis le mot honneur pour dire qu'il n'y avait pas de sanction après. Le recours en Belgique et la proposition d'Acrimed, et puis notre pétition, qui évidemment a une grande importance parce que, comme on est dans l'émotion de ce qui vient d'avoir lieu, beaucoup de gens raisonnent et se disent c'est plus supportable, on en a marre. Si c'était la première fois, mais c'est pas la première fois. J'ai déjà été maltraité comme ça dans le passé à plusieurs reprises par les mêmes, hein, qui utilisent tout le temps les mêmes méthodes manipulatrices. Je vous invite à aller lire mon blog sur le sujet, vous allez voir. Peut-être que vous ne vous étiez pas rendu compte de l'énormité, de l'escroquerie qu'a été chacune des séances. Hein. Bon, voilà. Alors, il faut faire attention parce que c'est la seule manière qu'on a de se battre positivement. Si vous essayez de répondre, la caste prend prétexte d'un mot, d'une remarque pour essayer de faire une diversion. Et c'est une sorte... là, c'est cette partie du journalisme-là, c'est du communautarisme. Parce qu'ils ont une pratique qui est unique dans son genre. C'est-à-dire que chaque fois qu'un est mis en cause, les autres, je ne dis pas tous les autres, hein, les autres autour réagissent, quoi qu'il ait fait, simplement parce qu'il appartient à la communauté des journalistes pour le défendre. Et ce n'est pas une solidarité professionnelle, attention, parce que, par exemple, dans la santé, quand il y a un incident, quand il y a un accident, quand il y a un manquement à la déontologie qui est dénoncé, les professionnels de santé, bon, évidemment, au début, ils commencent par un peu se braquer, ils disent comment
de quoi est accusé tel collègue. Mais sitôt qu'ils regardent, ils se disent « Ah bah oui, quand même, il y a eu un problème ». Ils n'hésitent pas à le dire. Ils ne défendent pas de manière inconditionnelle, du simple point de vue de l'appartenance à un métier, leurs collègues. Et dans le monde des journalistes, hélas, il y a vraiment deux camps. Il y a ceux qui sont ouverts à la discussion sur leur métier, comme tous les métiers du monde, hein. Qui acceptent, alors ils défendent tantôt leur truc, tantôt ils sont d'accord pour entendre des critiques. Par exemple, sur le recours déontologique, vous avez des journalistes qui ont signé la pétition en disant « Moi, j'aime pas Mélenchon ». Ils peuvent faire un effort, mais j'aime pas Mélenchon, mais l'idée, elle est bonne. Donc c'est des gens qui ont une attitude rationnelle, qui essayent d'avoir un comportement argumenté et réfléchi. Et puis vous avez le petit noyau des puces dans un sac, hein. Dès que vous secouez un peu, ça part de tous les côtés, on a atteint la sacro-sainte caste, et alors faut un peu dépasser ça. Et je pense que si nous sommes suivis dans cette idée de recours déontologique, on aura fait un progrès. On aura trouvé une issue rationnelle à quelque chose qui est devenu complètement irrationnel, c'est la manipulation de l'information par les journalistes eux-mêmes. Bon. Alors, vous avez vu que le président de la République a dit que ce service public, c'est une honte. Il le dit à propos de la façon dont il estime que c'est géré. On va voir ce qu'il a réellement à en dire sur cette gestion, justement. Il dénonce des copinages, il dénonce le fait que il y a une espèce de lien entre les boîtes de production, le budget de la maison, enfin bref. Tout ça, il faut le regarder avec soin. Il ne faut pas juste jeter des pierres parce que quelqu'un en jette. Mais si le chef de l'État en est là, peut-être que ça doit, à sa manière un peu hautaine de traiter les autres quand il n'est pas d'accord, mais s'il le dit, il est quand même fille-de-mouche, le gars. Hein. Et s'il le dit, c'est qu'il sait que ça correspond à quelque chose qui est dans l'opinion, qui est que nous sommes innombrables à ne plus supporter cette situation, et en particulier lorsqu'elle est faite avec notre argent, l'argent des impôts, qui sert à payer le service public, parce que ces gens-là sont peut-être payés très cher, hein, mais c'est avec nos sous, il ne faudrait pas l'oublier. Voilà, donc j'encourage à ce que cette pétition soit signée, elle va nous donner de la force pour que l'idée avance. Et si l'idée avance, c'est une idée qui avance, et une pratique qui sera bienfaisante pour le système d'information lui-même, pas juste pour nous qui avons été les victimes de ce système, mais pour le public qui doit être respecté et qui saura qu'il, disposant d'un recours, il saura que les gens qu'il a en face de lui, les journalistes, sauront eux aussi qu'il y a un recours et que donc tout n'est pas permis. Et je m'empresse de dire que dans les médias, c'est quand même la règle, les gens respectent le code de déontologie professionnelle. Bien sûr, dans le domaine politique, c'est plus compliqué parce que souvent... c'est tout ce petit monde-là dîne ensemble, des fois prend des vacances au même endroit, ont toutes sortes de liens. Et puis maintenant, il y a une nouveauté, c'est que, comme les hauts fonctionnaires de Bercy, vous savez, les hauts fonctionnaires de Bercy, de temps à autre, s'en vont dans les boîtes privées, et tout le monde dit, c'est quand même un peu spécial qu'ils aillent là, chez des gens dont ils étaient censés être les contrôleurs, et tu les retrouves à la tête de ces boîtes. Là, c'est un peu pareil, vous avez déjà 2 journalistes embauchés par le gouvernement. Le premier à l'Élysée et l'autre au ministère de l'Intérieur. C'est des gens qui, il n'y a même pas 3 mois, vous faisiez la leçon sur ce qu'il fallait penser des événements. Puis vous découvrez au dernier moment qu'ils sont de parti pris et qu'ils vont travailler avec le gouvernement. Mais si nous, on avait dit vous êtes de parti pris, vous êtes idéologiquement ralliés, ils auraient poussé leur grand cri en disant mais non, nous sommes indépendants, éthiques, je ne sais pas quoi, moraux, enfin bref, tout ce qu'on entend d'habitude et qui, évidemment, dans un certain nombre de cas, est absolument faux. Ils ne sont ni éthiques ni indépendants, surtout pas indépendants, hein. Ils sont sous contrôle. Bon, ça, cette pétition, vraiment, les gens donnaient le coup de main parce qu'il y en a besoin. Alors, ça a démarré fort, hein, c'est la preuve quand même qu'il se passe quelque chose. Parce qu'en même pas 24 heures, on était déjà à 25 000 signatures. Bon, il faut bien comprendre que la qualité de l'information et la possibilité pour les gens d'intervenir contre les malhonnêtetés, ça participe de la bataille politique générale que nous menons. C'est pas juste pour se faire plaisir sur un point. C'est que dans le type de société dont nous nous réclamons,
La liberté de la presse, c'est pas juste la liberté de dire n'importe quoi, ce qui te passe par la tête ou ce qui fait plaisir à tes copains. La liberté de la presse est un devoir, c'est une obligation pour les médias de travailler sérieusement et d'informer correctement le public. Un grand peuple n'est pas vraiment libre s'il n'a pas des sources d'information qui elles-mêmes sont libres de manipulation. Alors évidemment, le terrible, c'est quand vous croyez que quelqu'un va vous aider, vous croyez que c'est un pompier qui arrive, et en réalité, c'est la personne qui vient mettre le feu. Alors là, évidemment, vous êtes trompé sur toute la ligne. C'est donc une bataille politique que la bataille pour obtenir un recours déontologique sur la qualité de l'information. Bon, maintenant, là, en ce moment, il fait vraiment très froid. Alors, évidemment, tous ceux qui m'écoutent ne vivent pas dans des endroits forcément comparables, hein, mais entre Marseille et Paris, la semaine dernière, déjà, à Marseille, il ne faisait pas très chaud, hein, contrairement à la légende qui voudrait que ce soit quasiment les Caraïbes, hein, c'est pas vrai. Il faisait froid. Et à Marseille, comme à Paris, il y a beaucoup de pauvres et de gens à la rue. Il y a, à Marseille, en plus de la quantité qu'il y a ailleurs, comme à Paris ou comme à Lyon, il y a aussi les mineurs isolés, réfugiés, hein, qui sont là, qui errent et qui ont très froid. Et puis il y a des gosses et des tout petits qui sont dans la rue et qui n'ont pas de toit sur la tête. Donc, nous, on a pensé qu'il fallait poser une question d'actualité au gouvernement. Et on a dit, à Paris, ouvrez cette nuit, il y a 2 hôpitaux qui sont vides, puisqu'ils ont arrêté de les faire fonctionner. Ouvrez-les tout de suite, mettez tout de suite les gens au chaud. Attendez pas qu'il y en ait qui meurent. Tous les ans, il y en meurt, hein. Tous les ans. Beaucoup de gens meurent dans la rue, d'une manière générale, c'est 2000 par an. Donc, on a posé la question. Et c'est là que vous voyez comment la politique, il y a des jours, c'est vraiment pourri, quoi. Le ministre répond, il sort un violon gros comme ça, et il raconte, oui, c'est terrible, nous y pensons tous, tout le temps, ils font rien, mais bon, peu importe. Nous y pensons tous, tout le temps, et il termine son truc, il pourrait terminer en disant, on restait là, quoi. Il avait dit des chiffres, que grâce à l'action du gouvernement, tout va mieux, hein, bon, on connaît. Mais il termine, ils sont obligés de nous insulter. Il dit, c'est avec nos méthodes qu'on vaincra le problème, et pas avec des propos démagogiques. Bon. Ça m'a choqué, cette histoire de propos démagogiques, parce que je me suis dit, mais quel pauvre type. Il n'avait pas besoin de terminer en insultant, ce n'est pas des propos démagogiques. Si nous ne posons pas la question publiquement dans l'enceinte sacrée de la démocratie de notre pays, qui est l'hémicycle, qui va le faire? Où on va en parler, hein? Vous avez des gens qui remuent bras et jambes, la Fondation de l'Abbé Pierre, le Secours populaire, plein de gens, le Secours catholique, ils font tout ce qu'ils peuvent, hein, mais ils ont l'impression de parler dans le vide, ils ont l'impression que ça n'intéresse pas, que ça... C'est pas vrai, ça intéresse, hein, ils auraient tort de se désespérer. Mais c'est pour vous dire, il faut qu'il y ait une parole officielle, et c'est à nous de le faire, nous, la France insoumise, parce que nous devons être la voix des humiliés, de ceux qui n'ont pas de parole, des opprimés, des abandonnés, voilà, c'est notre rôle. Hein. Et des fois, ça nous coûte cher. Hein. Là, en ce moment, je viens de voir, j'ai un ami qui s'appelle Jérôme Schmitt, il est responsable d'une fédération syndicale dans l'énergie. Eh bien, sa direction le pourchasse, il n'y a pas d'autre mot. Comme il a été candidat, la France insoumise aux élections législatives, bim, 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 il le tape. Hein. Ils lui ont supprimé 30% de son salaire, ils le mettent dans un placard, enfin, il faut voir les méthodes. Hein. Mais c'est à nous de le faire. Il faut qu'il y ait des gens qui marchent en première ligne à la place de ceux qui ne peuvent plus le faire. Parce qu'eux, ils sont cassés par la vie, parce que c'est trop compliqué pour eux déjà d'arriver à survivre, ils n'ont pas le temps de faire d'autres choses. Et surtout, il faut bien comprendre une chose, les amis. La pauvreté, ce n'est pas seulement un problème monétaire. Hein. Ce que je dis, ça choque un peu l'intuition. Un pauvre, c'est celui qui n'a pas de sous. Oui, mais ce n'est pas... Le manque de sous, évidemment, est problématique, hein, c'est le point de départ. Mais la pauvreté, c'est une pauvreté alimentaire. On mange moins bien. La pauvreté, c'est une pauvreté de santé. On ne va pas se soigner, donc on va moins bien. La pauvreté, c'est un problème de dessèchement culturel. Parce que s'il y a un truc, pourquoi tu n'as pas de sous, c'est pour aller au spectacle, ou même pour regarder la télé, parce que dans la rue, il n'y a pas de télé. Hein, voilà. Donc la pauvreté, c'est une condition globale qui touche tous les aspects de la vie d'une personne. Donc il faut vraiment s'y mettre. Nous, on est partisans de l'éradication de la pauvreté. On ne dit pas qu'il y aura moins de pauvres, il faut qu'il n'y en ait plus du tout. Hein, voilà. C'est ça le but. Et là, actuellement, le but, c'est de sauver les gens.
qui ne meurent pas. Et c'est d'aider ceux qui font le travail à longueur d'année. J'en ai cité quelques-uns il y a un instant, et c'est à eux qu'on doit de rester une société digne. Parce que si vous n'aviez pas la Fondation Abbé Pierre, si vous n'aviez pas le Secours populaire, le Secours catholique et les autres secours, eh ben, il n'y aurait plus rien du tout. C'est-à-dire, il y aurait les fameux crédits là, que le ministre nous a rappelés, et puis pour le reste, ben, les gens mourraient en silence. Voilà. Voilà la vraie vie comme elle est aujourd'hui et qu'elle est inacceptable. Il ne faut pas vous résigner, les gens, à la pauvreté. Il ne faut pas vous résigner. On peut faire autrement. Et si on partageait un tout petit peu mieux la richesse de ce pays, il n'y aurait pas de gens qui se désolent et vivent dans la tristesse, la pauvreté et le froid. Bon, je viens sur un autre sujet très important. C'est l'affaire du glyphosate. Il y a peut-être des gens parmi vous qui se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont avec ça ?» Bon, ben, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont que c'est dangereux. Alors, on peut discuter que ce soit dangereux. Attention, ça se discute. D'ailleurs, le syndicat le premier syndicat de l'agriculture, la FNSEA, les chimistes, les lobbies allemands, du chimiste Bayern, qui est en train de racheter Monsanto, eux disent c'est pas dangereux, il n'y a pas de problème. Bon. Donc c'est pour dire qu'il existe une discussion. Mais moi, ma conviction est faite. Je vous recommande, pour y réfléchir un peu, deux sources. Le site en ligne Reporter, qui a fait toute une série de très bons articles, dont un qui explique pourquoi il y a des alternatives à l'utilisation du pesticide Monsanto, Roundup. Parce qu'à chaque fois, on nous dit « Ah, mais on ne sait pas quoi faire d'autre, vous comprenez, monsieur Mélenchon, c'est pas vous qui allez gratter la terre, ça se voit. » Bon, nous, avant, pouf, on passe le Roundup, tchouf, il n'y a plus une plante, et puis voilà, on sème, et puis c'est reparti pour un tour. Bon. Alors, comme ils sont pas bêtes, ils ont des arguments, attention, c'est des gens sérieux qu'on a en face de nous, ils font les écolos. Comme vous avez peut-être vu dans le reportage, ils me montrent un soc de charrue qui est gros comme ça, qui dit « Voyez, on n'est plus obligé de retourner la terre. » Bon, donc il n'y a pas de solution alternative. Et si par hasard on faisait autrement, disent-ils, ah ben ça consommerait du gasoil, de ceci, de cela, on retournerait la terre et tout irait encore pire qu'avant. Bon, c'est pas sérieux. Mais Reporter a fait plusieurs papiers que moi j'ai eu avec beaucoup d'intérêt qui expliquent comment on peut faire autrement. Donc allez pas croire tout ce qu'on vous raconte comme ça parce qu'ils sont nombreux à la répéter. Évidemment, ils sont payés pour le faire, donc ils répètent. Bon, l'affaire des glyphosates, si vous voulez, je vous renvoie un bon reportage sur Arte. Ça fait un peu froid dans le dos. Alors, ceux avec qui j'ai parlé, là, les agriculteurs partisans du glyphosate, ils me disent « Oui, non, mais vous exagérez. En fait, on ne peut pas faire d'épandage par avion, c'est interdit en France. » Bon, enfin bref. Ils m'ont dit qu'ils n'utilisaient pas de glyphosate sur les moissons, parce que, me disent-ils, c'est interdit. C'est interdit depuis 3 ans. Bon, avant, ça ne les empêchait pas de le faire. Mais enfin, il faut que vous preniez conscience que c'est une très, 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 très grave histoire. Ils se balancent 800 millions de tonnes par an de glyphosate sur la Terre. Alors, on en retrouvait partout. En France, 57% des cours d'eau, 100% des urines des gens, enfin bon, la totale. Ça provoque des malformations très graves, des cancers. Alors, cette discussion, elle a ressurgi parce que l'autorisation d'utiliser des glyphosates en Europe arrivait à terme. C'est-à-dire qu'à la date, je ne sais plus laquelle, du mois de décembre, c'était terminé. S'il n'y avait pas renouvellement de l'autorisation, plus d'autorisation, interdiction du glyphosate. Donc ça a discuté. Et le Parlement européen, ils avaient dit, bon d'accord, encore 5 ans, mais après c'est fini. Il y avait une interdiction. Bon, moi je trouvais ça stupide, pourquoi ils sont passés à 5 ans. Ça c'est une trouvaille des socialistes et de la droite au Parlement. Genre dire, bon bah attendez, allez on vous donne quand même un petit quelque chose, puis après c'est fini. Donc si après c'est fini, c'est parce que c'est dangereux, d'accord? Donc alors pourquoi pas avant? Donc tout ça, ces 5 ans qu'ils avaient donnés étaient une concession stupide. Et d'ailleurs, la preuve, Macron, lui, il dit c'est au bout de 3 ans. Et au bout de 3 ans, ça s'arrête, parfait. Donc, dans 3 ans, la France quittera. Donc, on était contents. On dit, bon, dans 3 ans, il n'y aura plus de glyphosate en France. Tiens, court bonhomme. Le ministre de l'Agriculture, apparemment, il n'avait pas lu le tweet dans lequel Macron avait exprimé sa position, et il nous dit, ah ben moi, je me suis réjoui de la décision. Ah bon, tu t'es réjoui d'un truc que ton patron vient de dire, le chef politique,
qui vous représentent tous, vient de dire que ce n'était pas une bonne chose et qu'on s'en irait. Et puis, quand mes amis sont allés voir le Premier ministre Édouard Philippe, moi je ne pouvais pas être là ce jour-là, mais ils étaient 4, hein, donc puis des sérieux qui étaient là. Il y avait Younous Obarji, le député de La Réunion. Alors j'aimerais vous dire que député européen, donc alors lui il en connaît un rayon, sur les dégâts des pesticides à la Martinique, à la Guadeloupe et ailleurs. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive les mains dans les poches sur un sujet qu'il ne connaît pas, loin de là. Éric Coquerel, qui est le coordinateur du parti de gauche. Il y avait Daniel Obono, qui est la responsable ici de la délégation Europe, et Mathilde Panot, qui est notre commissaire La France Insoumise dans la commission qui s'occupe d'écologie. Donc des gens top niveau pour mener une discussion et comprendre exactement ce qui se dit. Et ils ont posé la question à Édouard Philippe sur le glyphosate, puisqu'il était question d'Europe. Et lui, il leur a dit, écoutez, bon, dans 3 ans, on verra si d'autres pays sont prêts à quitter avec nous l'utilisation du glyphosate. C'est pas ça qu'a dit Macron. Hein. Bon. Alors Macron, qu'est-ce qu'il a dit? Que dans 3 ans, on arrêtait. Parfait, on est d'accord. Cochon qui s'en dédie. Dans 3 ans, on arrête. Très bien. Que se passe-t-il? Le commissaire européen, il se moque des Français. Il dit quoi? Les Français veulent arrêter le glyphosate. Comme il y a de produits glyphosate en France, 700, attendez qu'ils aient interdit 700 produits, dit le commissaire européen, d'un ton très supérieur, et genre les Français, ils font ce qu'ils veulent, mais ils font rien. Bon. Et le gars, pourquoi il fait ça? Pourquoi il est insolent comme ça? Parce qu'il connaît la vérité, et la vérité est la suivante. Si en France, on n'utilise plus le glyphosate, il y a donc des produits qui vont arriver, qui sont en concurrence avec les produits français, et des produits qui auront été produits plus vite, quoique complètement infectés de glyphosate, grâce au glyphosate et au désherbant. Ils vont tomber sur des produits en France qui vont avoir demandé un peu plus de temps de travail et qui donc vont avoir un prix un peu supérieur. D'accord? Donc, si vous voulez interdire le glyphosate en France, ben en même temps, il faut interdire que des produits glyphosatés rentrent en France. Tout le monde comprend ça. D'ailleurs, on a une expérience de la chose. Une année, on a interdit de mettre sur les cerisiers, je ne sais plus quel autre arbre, un produit qui protège les cerises en tuant à peu près tout ce qu'il y a autour, hein, notamment les bestiaux, abeilles et autres pollinisateurs. D'accord? Donc on a interdit, parfait. Là-dessus, les commissaires européens ont dit vous avez le droit d'interdire, mais vous n'avez pas le droit d'empêcher les produits de rentrer. Donc les producteurs de ces fruits ont été pénalisés. Parce qu'eux, ils produisaient à plus cher quelque chose qui arrivait à moins cher à cause d'une saleté de produit qui est dedans. Et si vous dites, les produits européens ne rentrent pas, bam, c'est les traités budgétaires qui s'appliquent, vous n'avez pas le droit de restreindre la liberté de circulation des marchandises. Ça, c'est l'Europe qui nous protège, mes chers amis. Résultat, que s'est-il passé? Les cerises qui arrivaient bourrées de produits en France, qui avaient été produites avec le produit en question, si elles arrivaient d'Europe, il fallait les laisser passer. Donc, qu'est-ce qu'on a interdit? Seulement ceux qui venaient hors la zone Europe. C'est quand même le comble. Le danger venait de l'Europe. Et on a pu interdire le produit, car quand il arrivait, les cerises, quand elles arrivaient du Canada, des États-Unis d'Amérique, ou d'autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Ça fait quand même un maximum de pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Alors là, ils pouvaient mettre tout le pesticide qu'ils voulaient, personne n'avait rien à dire sur le sujet, mais nous, on pouvait les empêcher de rentrer sur notre territoire. Mais maintenant, changement de décor. D'un côté Europe, vous avez le règlement qui interdira aux Français d'interdire de laisser les produits glyphosatés entrer, et puis de l'autre côté, et quoi de l'autre côté? Réfléchissez, quoi de l'autre côté? Où elle est la porte ouverte qui laisse rentrer n'importe quoi? Ça porte un nom, le CETA. C'est l'accord de libre-échange avec le Canada. Donc, comme le Canada est lui-même lié aux États-Unis d'Amérique par un autre traité qui s'appelle l'ALENA, ça veut dire que tous les pays qui sont liés aux États-Unis, inclus les États-Unis, inclus le Canada ou quiconque, pourra faire rentrer en France des produits glyphosatés parce que dans le traité de libre-échange, CETA, il n'y a rien de prévu pour empêcher les glyphosates. Donc si ce n'est pas prévu, hop, c'est que c'est permis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez comment cette question du pesticide a une importance pour la santé publique, évidemment, mais a aussi une profonde signification politique. Si Macron veut aller au bout de son histoire, il ne va pas falloir seulement qu'il interdise le glyphosate en France pendant 3 ans, mais il va falloir qu'il invente une barrière protectionniste, écologique, à la porte de la France, c'est-à-dire exactement
le programme de la France insoumise. C'est pour ça que j'ai dit l'autre soir à Castaner, alors bon, et si l'Europe vous dit non, c'est quoi votre plan B? Eh bien, il n'en a pas. Il n'a pas de plan B. Tout simplement parce que tant qu'on reste dans le cadre des traités, il n'y a pas de plan B. Alors, sur cet exemple des glyphosates, ça vous permet de comprendre de manière concrète pourquoi nous sommes opposés à la doctrine du libre-échange en toutes circonstances. Ben, c'est à cause de ça. Hein. Voilà. Bon, si tout ça vous a intéressé, que vous voulez m'encourager à continuer, hop, un petit pouce bleu, parce que comme ça nous fait remonter dans les classements et ça valorise cette vidéo qui du coup circule mieux. Et puis si vous y pensez, parce que vous découvrez ça pour la première fois, eh bien vous pouvez vous abonner parce que ça nous donne le moral. Il faut toujours aider ceux qui font quelque chose. Merci, à bientôt.